est-ce que la suite directe au film L'Exorciste de 1973 arrive à se hisser à la hauteur de l'original? Eh bien, c'est ce qu'on va tenter de décrypter avec... Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. Comme je le disais dans ma vidéo consacrée à l'exorcisme au cinéma, mais l'avenir des films traitant de l'exorcisme semble être voué à continuer d'essayer d'atteindre, sans plagier, la qualité du pilier qu'est le métrage de William Friedkin. Tout a déjà été fait en 1973, l'exorciste possédant littéralement le genre pour les décennies à venir. Alors évidemment, quand on apprend la sortie de la suite directe de l'Exorciste de 1973, on ne peut pas passer à côté. Pourtant, on sent qu'on se retrouve dans la même vibe que les récents films Halloween qui étaient des suites directes au film de John Carpenter de 1978. Et qui était le réalisateur des suites en question? Un certain David Gordon Green, le même que celui qui réalise cette suite de l'Exorciste. Alors le mec, il pourrait passer pour le pro des suites tardives. Alors j'avoue, les 3 derniers films d'Halloween, j'ai pas mal apprécié. On retrouve l'aura maléfique de Michael Myers et dans l'ensemble, c'était pas si mal. David Gordon Green s'attaque ici à un autre monstre sacré du cinéma horrifique et pas des moindres. Car s'il y a bien une chose à retenir des films traitant de l'exorcisme, c'est qu'aucun d'entre eux n'est arrivé au talon de celui de William Friedkin. Faire une suite à un film datant d'il y a 50 ans... 50 ans? Oh putain, ça rajeunit pas. Il faut oser. Est-ce que l'exorciste Dévotion va réussir à convaincre? Peut-on le considérer comme un bon film d'exorcisme? Et à quoi faut-il s'attendre? Avant de voir tout cela en détail, ce film, de quoi ça cause? Angela et Catherine, 2 jeunes filles de 13 ans, s'en vont faire une petite balade en forêt pour faire joujou avec les esprits. 3 jours plus tard, elles réapparaissent et ne sont pas revenues seules. Oula, bon, on s'en serait pas douté, tiens. Leurs parents vont tout tenter pour leur venir en aide et exorciser les forces maléfiques qui les possèdent. Ouais, donc en gros, tout ce qu'on peut attendre d'un film traitant de l'exorcisme. C'est pas délire, hein, jusque-là. On démarre le film avec une séquence d'introduction bien fichue incluant Victor, le père d'Angela, son épouse, enceinte et en mauvaise posture, et un tremblement de terre. On s'enfonce dans le canapé et on se dit qu'on peut potentiellement tomber sur quelque chose de pas mal. Ah et stop, à partir de maintenant, il y a de potentiels spoilers, donc si vous voulez conserver une surprise totale, rendez-vous à ce timecode. Et puis on bondit 13 ans plus tard et on nous présente les personnages. Tony, Miranda et leur petite Catherine, baptistes de confession et famille bien comme il faut, ainsi que Victor et sa fille Angela, unis et sachant communiquer. Vient ensuite la balade en forêt et le retour des jeunes filles après 3 jours. Et à partir de là, comment dire, c'est le bordel. Tout va beaucoup trop vite. Là où le film original prenait le temps de poser ses bases, dans cette suite, on nous balance tout à l'arrache. Les fillettes deviennent rapidement incontrôlables et hideuses et se font interner dans un institut spécialisé. Bah, tu m'étonnes, tiens. L'infirmière habitant à côté de chez Victor le met sur la piste d'une femme ayant vécu une expérience similaire. À savoir Chris MacNeil, la mère de Regan dans le premier opus. Qui entre-temps a écrit un bouquin, est devenue une spécialiste et a fait plein de conférences à travers le monde. Victor va la retrouver, ils investiguent sur la possession des fillettes, Chris se fait crever les yeux, Victor semble désabusé et décide de créer une équipe hétéroclite de super exorcistes pour sauver les gamines. Toute cette seconde section est montée à la truelle, faisant passer le film pour un clip musical expérimental. La musique en moins parce que la bande son, bof bof. Tant au niveau histoire que montage, on va le plus vite possible pour accéder à la dernière scène, celle de l'exorcisme. Ah, enfin, on va avoir de l'inédit, me dis-je en me mettant en position warrior sur mon canapé. Tu vois comme ça? Eh ben, non. On retrouve notre équipe de super exorcistes composée du père Maddox, un prêtre catholique en retrait, puis sur le devant de la scène pour une sortie aussi inutile graphiquement que scénaristiquement, le pasteur baptiste de la famille de Catherine, un prédicateur pentecôtiste, une pratiquante du houdou et une infirmière chevronnée. Tous se rassemblent pour le combat final. Ouh! Non. Alors, l'exorcisme en question est correct dans le sens où il possède son lot d'actions choc et de twists. Notamment le jeu du choix durant ce dernier, où on doit déterminer laquelle des 2 jeunes filles va mourir, donne un cran de tension assez appréciable.
Et on y apprend aussi que Victor a fait des choix discutables. Mais ça reste quand même très léger. L'exorcisme se termine, on a perdu Catherine et le père Maddox dans la foulée, et tout ce petit monde essaie de se reconstruire après cette terrible épreuve. Bon, sauf pour Catherine et le père Maddox, parce que pour les deux c'est foutu. Le seul moment waouh dans le film a été l'apparition de Linda Blair dans les dernières secondes, notre Regan du premier film. Mais sinon, le reste... générique, écran noir, et potentielle suite à venir, mais ça, j'y reviendrai. Bon, qu'est-ce qui cloche? Totalement tubulaire, les mecs. Dans ce film, outre le fait que les personnages sont peu creusés, que l'intrigue est façonnée à la va-vite, que les enjeux sont quasi nuls et que la peur est absente, il ne reste pas grand-chose à se mettre sous la quenotte. Oui, j'ai bien dit que la peur était absente, et ça, pour une suite de l'Exorciste, c'est un peu con. Alors on frissonne quelque peu lorsque les gamines reviennent de leur crapahutage en forêt, parce que leur comportement est vraiment dérangeant. Mais même des scènes censées être choquantes, alors la petite Catherine dans l'allée de son église qui est en train de boueller « Ah, ceci est mon corps, ceci est mon sang !» Ouh, terrifiant. Passe pour être anecdotique et ne s'accroche pas du tout à la mémoire de notre cerveau. La team héroïque, enfin héroïque si on veut, en fin de métrage ne sauve rien, et le peu de profondeur des personnages fait qu'on se contrefout royalement de leur destinée, tragique ou non. Alors c'est vraiment dommage parce qu'il y avait plusieurs idées à creuser. Tout d'abord, le fait de mettre 2 possédés au lieu d'une. Alors vu comme ça paraît comme un acte désespéré d'essayer de doubler la trouille du premier film. Et c'est con parce qu'il y avait du potentiel. Les cœurs qui battent à l'unisson, les actes affreux commis par les 2 gamines, la possibilité de créer une relation entre les 2 possédés. Mais au final, c'est sous-exploité et ça fait que lors de l'exorcisme final, ça fait comme s'il n'y avait qu'une seule personne à sauver, du coup tout le potentiel s'écroule. Et même le grand méchant, ou les grands méchants, c'est pas, passe pour un guignol. Tout ce que l'on en sait, c'est que sur Wikipédia, il y a un des démons qui est crédité comme étant Lamashtu, la déesse démoniaque de la mythologie mésopotamienne. Et du coup, on n'a pas Zouzou. Ouais, elle est quand même machiste, cette blague. Le film, tout comme le premier, s'attarde sur la relation entre les parents et les enfants en nous présentant ici 2 familles bien différentes. Et c'est là le seul avantage d'avoir 2 victimes dans cette affaire, la possibilité d'élargir l'éventail de présentation. Et cela même si honnêtement on ne va pas chercher très loin dans la psychologie des personnages. Je vous laisse ma vidéo sur l'exorcisme au cinéma en description parce que ça donne pas mal d'autres détails sur ce sous-genre. Et pour répondre à la question, vous devez vous en douter, non. Ce film est à des années-lumière du premier, et même au niveau qualité est en dessous d'autres films du même genre. Par exemple, quand on parle de films sur l'exorcisme, je pense directement à l'excellent Le Rite avec Anthony Hopkins. Il y a aussi quelques bonnes idées dans Délivre-nous du mal de Scott Derrickson. Et j'avoue que même s'il n'est pas foufou, j'ai bien aimé L'Exorciste du Vatican avec Russell Crowe. Ça sortait un peu des conventions, ça faisait du bien. Mais ici, tout va trop vite, le film se prend trop au sérieux et n'ose pas plonger plus profondément dans la psychologie des personnages et dans l'horreur d'une telle situation. 2 suites seraient d'ores et déjà prévues, mais vu le peu d'engouement pour ce film, même le réalisateur David Gordon Green n'est pas chaud pour retourner derrière la caméra. Au moins, L'Exorciste Dévotion permet d'effacer le nullissime L'Exorciste 2, l'hérétique, et ça donne la possibilité de revoir Linda Blair sur grand écran. Pour résumer, son titre aurait dû être L'Exorciste Déception. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour ce film. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Le film de 1973 reste-t-il indétrônable? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous pouvez également posséder ce bon vieux pouce bleu, ce qui aide grandement la chaîne, et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur l'exorcisme au cinéma. Elle date un peu, mais les informations semblent toujours d'actualité. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Critiqueur, en direct du canapé. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien entendu, bon visionnage.